Un bras mort, ça correspond à un ancien lit de la rivière. Autrefois, il y avait des crues qu'on appelait morphogènes, c'est-à-dire des crues qui permettaient à la rivière de changer de place, de changer de bras. Et le bras mort, c'est le bras qui a été délaissé par la rivière. Donc on l'appelle un bras mort parce que la partie amont de ce bras va se boucher. Et l'alimentation en eau ne se fait plus que par l'aval, système des vases communicants. Et donc on dit bras mort parce que l'eau est calme. Par contre, ce sont de véritables bras de vie quant à la faune et à la flore, différentes de celles de la rivière qu'on va pouvoir trouver dans ces milieux. Les bras morts ont souvent une appellation locale, suivant l'endroit, la région ou le fleuve sur lequel on se trouve. Pour ce qui est de la Dordogne, on parle souvent de couannes. Les bras morts se créaient autrefois suivant les crues importantes. Nous ici, depuis 1953 et la construction du barrage de Bord-les-Orgues, on n'a plus de crues morphogènes, on n'a plus de création de nouveaux bras morts. Et les bras morts existants ont une tendance naturelle à se sédimenter. La sédimentation, c'est l'envasement en fait. Et à partir d'une certaine hauteur de vase, ça devient des milieux impropres à la reproduction piscicole. Et donc des fois, il est important de redonner un petit coup de jeune, un petit coup de pouce à ces bras morts, c'est-à-dire qu'il faut les désenvaser pour qu'ils puissent retrouver leur fonctionnalité de frayère piscicole notamment. En hiver, on est sur un milieu qui est vraiment différent. Souvent les eaux sont assez hautes, on peut avoir des inondations aussi. Et donc on a des arbres qui vont se casser, se déraciner. Ça peut donner un côté chaotique un petit peu. C'est vraiment un milieu très changeant au fil des 4 saisons. Et puis petit à petit, cette végétation va repartir au printemps. Donc on va avoir un verdissement à la fois des arbres par le système foliaire, les feuilles, mais aussi de toute la végétation aquatique et semi-aquatique qui va démarrer son cycle de végétation. Donc là au niveau de la ripisylve, la ripisylve c'est l'ensemble de la végétation qui borde les milieux aquatiques. On a beaucoup de représentants typiques de ces milieux. La famille des sols déjà, les sols, donc le sol blanc, le sol pourpre, le sol à oreillettes, il y a 6 ou 7 variétés différentes de sols. Le l'aulne glutineux qui est très fréquent dans ces milieux, qui est appelé localement le vergne. Le frêne commun fait partie aussi de ces variétés.
Donc voilà, ça c'est pour les essences typiques de la ripisylve, hein. Bon, il y a un accompagnement de chêne, d'orme, etc. Et puis on a aussi une végétation dite indésirable, donc des espèces qui peuvent souvent être invasives ou envahissantes. Donc là on peut parler notamment du peuplier blanc, du robinier, et là on s'aperçoit sur les pourtours de ce bras qu'il y a beaucoup d'érable negundo. Donc là aussi on est sur une espèce assez invasive, une espèce qui nous vient d'Amérique du Nord, Canada, et qui a tendance à se développer très fortement et à prendre la place de cette végétation de la ripisylve. Donc malheureusement, un surdéveloppement de ces espèces va entraîner une perte de biodiversité. Ah ben là c'est intéressant, on a des laisses de crue. Donc en fait c'est ce que la crue charrie pendant l'hiver, hein, qui va se déposer sur les feuilles des arbres. Donc c'est des herbes sèches, des feuilles d'arbres. Donc voilà, on s'aperçoit que cet hiver on a eu une crue assez importante au mois de février. L'eau était à peu près 3 mètres au-dessus du niveau d'eau actuel. Et voilà ce qu'on appelle les laisses de crue. Là on a autre chose d'assez intéressant. On a les graines ailées du samar, de l'érable negundo. Donc on appelle ça des samars. Bon, c'est ce que les enfants appellent les hélicoptères. Et donc ces graines vont être transportées par le vent, donc à remonter la vallée, et le courant va le faire descendre la vallée. Donc voilà, ça permet une dissémination maximale des graines de l'érable negundo. Voilà, donc là c'est assez intéressant aussi comme type de milieu. On est un petit peu en marge du bras mort et on a des zones humides attenantes. Voilà, en fait c'est des poches résiduelles d'eau avec plus ou moins d'eau, mais qui vont être aussi des milieux assez intéressants pour toutes sortes de faune, hein. Là on a vu un colvert décoller tout à l'heure, mais bon, les sangliers par exemple vont venir s'y bauger. Enfin voilà, c'est des milieux assez riches. Donc il y a pas mal de zones humides, plus ou moins importantes, plus ou moins en eau, qu'on va retrouver en marge des bras morts. On voit au second plan des arbres de plus haut jet. Donc là on a un sol blanc par exemple. Et ces arbres sont importants aussi pour la nidification des hérons. À la fin de l'hiver, au mois de février à peu près, les hérons commencent à se rassembler dans ce type de milieu et construisent leur nid. Donc on a une héronnière, hein, un site de reproduction du héron sur ce bras mort, avec plusieurs nids. Et donc les arbres de haut jet sont vraiment les secteurs de prédilection des hérons. Un arbre comme ça qui est tombé dans l'eau a tout son intérêt, on va absolument le laisser. Ça va servir notamment de support de ponte pour la perche commune qui va venir déposer ses guirlandes d'œufs sur les branches immergées. Voilà, donc c'est des biotopes, hein, des milieux à conserver absolument. Là on voit plein d'alevins issus de la reproduction de cette année. Ça c'est plutôt bon signe. Les petits alevins, on appelle ça le frayon, tous ces petits poissons. Au niveau des espèces piscicoles, on va être sur des espèces typiques d'eau calme et d'eau un petit peu plus chaude. Mais c'est surtout au printemps où la reproduction va amener pas mal d'espèces de poissons qui ont besoin de supports enherbés ou de branches sous l'eau pour venir se reproduire dans ce type de milieu. Donc la plupart des cyprinidés viennent ici, hein, les gardons, les rotangles, la carpe commune.
Sinon la reproduction commence pour la première espèce, donc c'est le brochet, quand l'eau commence à atteindre 8 à 10 degrés. Donc là on est à 9,9 degrés. Oui, là on aperçoit qu'il y a un peu de dépôt de limon, c'est pas forcément la meilleure chose. Voilà, pour que le brochet puisse fixer ses œufs sur le végétal. Là, au bout du doigt, petit œuf de brochet. Des fois on peut trouver des œufs exondés si les poissons ou les batraciens ont pondu sur les branches, que le niveau de l'eau baisse par la suite. Voilà, les œufs sont exondés et ils prennent l'air et ils sont foutus, quoi. Ça peut arriver. Donc là voilà, on a 4 ou 5 caridines. La caridine, ouais, la véritable crevette d'eau douce. Originaire du sud-est de la France et globalement du pourtour méditerranéen. La construction des canaux qui ont relié les régions entre elles, les cours d'eau entre eux et le réchauffement climatique font certainement partie des causes de sa présence. Ouais. Alors là c'est une petite brème. Oui, la brème c'est un poisson assez typique de ce genre de milieu d'eau calme. Là c'est une petite bouvière, un crapaud commun qui est peut-être en phase de reproduction, c'est possible, pour être dans l'eau là comme ça. Elle va se refermer, c'est normal. Voilà. Alors là c'est un mollusque d'eau douce, un mollusque bivalve qui s'appelle l'anodonte. Certaines peuvent faire de 2 fois cette taille à peu près. La vie, la reproduction de certaines espèces. Donc ça dénote à la fois d'une bonne qualité du milieu et aussi d'une bonne qualité de l'eau. Certaines de ces espèces sont d'ailleurs bio-indicatrices. On ne les trouverait pas là si le milieu était impropre. Pour savoir quelles sont les espèces en présence, on a recours parfois à des pêches scientifiques, donc des pêches électriques, qui permettent de capturer des poissons, de les identifier, de les mesurer. Et de connaître un petit peu quelle est la fréquentation piscicole de ce type de milieu. C'est un petit brochet. Ces pêches sont sans conséquence pour les poissons, hein, ça les étourdit juste et puis après ils sont directement remis à l'eau. Une brème bordelière. 86. Il fait 80, 82, 83. 161, une brème bordelière. Perche au soleil 57. Donc en règle générale, ces pêches électriques sont effectuées à la suite de travaux. Quand on a réalisé des travaux importants sur les bras morts, on fait un suivi piscicole et donc on essaie de répertorier, d'inventorier les différentes espèces présentes. Et ça permet de voir si les espèces cibles, comme le brochet par exemple, ont bien fréquenté ce milieu et se sont bien reproduits dans ces bras morts. Viennent aussi les carpes au mois de mai-juin, quand la température de l'eau est un petit peu, s'est réchauffée un peu. Et là c'est assez intéressant, on peut assister à une sorte de ballet aquatique en fait. Hein. Les mâles vont parader autour des femelles, venir se frotter à elles. On peut même voir des ébats de carpes à la surface de l'eau. Et là ça donne voilà, vraiment une animation dans le bras mort. On est sur une période de vie, de reproduction et voilà, c'est un milieu qui est très animé à cette période-là. Il est possible qu'on voit des silures là avec la barque. C'est possible. Comme l'eau est montée, il remonte dans le bras mort. Les grenouilles, elles sont là.
une trace de présence de la loutre. L'épreinte, c'est la crotte particulière, bien spécifique de la loutre. Les épreintes nous permettent d'attester de la présence de la loutre. La loutre est un animal assez discret, nocturne, donc c'est très difficile de la voir en direct. Donc soit par le biais d'un photopiège, soit grâce à ces épreintes, hein, on peut savoir que la loutre est passée par ici récemment ou pas. Oui, là les loutres reviennent depuis les années 2013-2014. Là, on voit de plus en plus d'épreintes. Voilà, la loutre avait été pendant de longues décennies chassée, braconnée, notamment pour sa fourrure. Et donc elle avait complètement disparu de notre contrée voilà, depuis plusieurs décennies. L'autre caractéristique de l'épreinte, c'est son odeur, hein. Elle a une odeur, voilà, ça sent beaucoup le poisson, et une petite odeur de musc ou de miel derrière. Voilà, c'est pas désagréable du tout. Des odonates, des libellules, des demoiselles, enfin voilà, il y a tout un cortège d'animaux inféodés à ce type de milieu qui va enrichir la biodiversité globale, générale de la rivière d'Orline. Donc là on a une plante assez rare aussi, la sagittaire, qu'on appelle la flèche d'eau, hein, vu sa forme. Voilà, alors il y a deux types de sagittaires, il y en a une qui est autochtone, l'autre pas. Donc là pour le savoir, il faut attendre qu'elle soit en fleur. C'est la couleur de la fleur qui va déterminer l'espèce. Ça reste rare et la sagittaire locale est très rare même. Là on est sur un foyer de Potamogétone, hein, cette plante avec une feuille assez large. Voilà, qui est typique des eaux calmes. Voilà, donc là on est sur un atterrissement qui est en train de se végétaliser, une île. La végétation pionnière est présente, hein, des jeunes peupliers blancs, du sol pourpre. Et puis on va retrouver de la menthe par exemple, de la salicaire, de la renouée. Enfin voilà, il y a une variété assez importante. Ah, un petit brochet en surface là-bas. Petit, hein. C'est les brochets de l'année, ça, ils font 8-10 cm. On en voit pas mal cette année-là. Donc là, on est au milieu d'un foyer de Jussie. La Jussie, c'est une plante invasive qui vient d'Amérique centrale, Amérique du Sud. Et voilà, qui a tendance à coloniser fortement, très fortement. Et on voit la masse que ça peut engendrer. Voilà, donc elle colonise les milieux d'eau stagnante, comme les bras morts. Et voilà, c'est un petit peu une peste végétale et on en retrouve malheureusement de plus en plus dans nos bras morts. Alors le problème de la Jussie, c'est que voilà, elle va se développer, se surdévelopper. Elle va prendre la place de la végétation autochtone, hein, des myriophiles, des potamos, des nénuphars. Et puis elle va complètement fermer les milieux. Donc là on le voit, hein, ça commence à se fermer. Et voilà, donc là on navigue dans la Jussie, dans les foyers de Jussie, qui sont encore en phase de croissance, donc on voit ces herbiers denses verts. Et puis dans quelques semaines, là, ça va devenir tout jaune, parce qu'effectivement la Jussie a une belle fleur jaune, hein, et voilà, ça va changer complètement les couleurs du milieu. Donc la Jussie, elle a été amenée pour des raisons esthétiques, hein, pour mettre dans des bassins des jolies fleurs. Et après, ces plantes se retrouvent dans les milieux naturels, par la faute de l'homme donc, et puis viennent coloniser et envahir complètement ces milieux. C'est le danger de la plupart des espèces exotiques qui développent des caractères invasifs importants. Ah bah tiens, Martin Pêcheur qui vient de passer. Bon, là c'est un milieu tout à fait propice pour lui, hein. On est sur le bras mort à cette saison, c'est une nourricerie, donc il y a plein d'alevins, de jeunes poissons.
Et le martin pêcheur trouve évidemment beaucoup à manger à cette période de l'année. L'aigrette garzette qui fréquente très souvent ces milieux, puisque là elle a aussi à manger à profusion. Donc voilà, on la voit souvent marcher dans les herbiers aquatiques à la recherche de grenouilles, de têtards, éventuellement de poissons. Les bras morts ont plusieurs utilités, plusieurs intérêts par rapport à l'écosystème de la rivière. C'est déjà qu'ils apportent des milieux vraiment différents de par le faciès lentique de l'eau, de l'eau calme. Et donc du coup on va retrouver une végétation, alors à la fois de la ripisylve mais aussi des herbiers et algues aquatiques différentes de celles qu'on va retrouver sur la rivière. Une faune aussi différente, avec des espèces vraiment inféodées à des milieux d'eau calme. Donc voilà, ça c'est cette première partie-là de diversité, de biodiversité que les bras morts vont apporter à la rivière. Ensuite, les bras morts jouent un rôle assez important en période de crue, d'inondation, puisque l'eau va pouvoir s'étaler dans ces milieux, voilà, former des réservoirs de crues. Après, les bras morts jouent un rôle très important dans la reproduction de nombreuses espèces de poissons. Et puis, c'est un lieu aussi où les alevins vont pouvoir grandir de façon un peu plus rapide, puisqu'on va avoir des eaux, de par le fait qu'il n'y a pas de courant, des eaux qui vont se réchauffer plus rapidement au printemps. Et ça va permettre aux alevins d'avoir des milieux propices à leurs conditions de croissance. Et les bras morts jouent aussi un rôle paysager, ils forment une véritable identité, une entité biologique voilà, qui est différente de celle de la rivière. Le travail du SMETAP, c'est essentiellement de mener des opérations, des actions de restauration des milieux. 80-90% des actions sont en faveur des écosystèmes de la rivière, que ce soit le lit mineur ou les bras morts, les zones humides attenantes. Voilà, on va essayer de conserver le bon fonctionnement de ces milieux et puis de temps en temps de faire quelques travaux pour rajeunir ces milieux, donner un petit coup de pouce à la nature. Voilà, on travaille sur les frayères piscicoles, on travaille sur la restauration des bras morts, on travaille sur l'aménagement, la gestion de la ripisylve, cette végétation qui borde les cours d'eau. Et puis il y a une petite partie du travail qui est un peu plus en faveur des gens qui gravitent autour de la rivière. Donc on peut être amené à ouvrir des sentiers de randonnée le long de la rivière, à créer des parcours de pêche, à installer des pontons de pêche pour personnes handicapées, à restaurer du petit patrimoine bâti lié à la rivière, du temps où les gabarres circulaient autrefois. Voilà, en règle générale, tout ce qui peut toucher au milieu aquatique et qui va dans le sens de la restauration écologique de ces milieux.